Oui, on va commencer parce qu'effectivement, je pensais qu'il y avait des interprètes ici en présentiel, mais non. Comme vous le savez, la version hybride est de nouveau remise en place, d'où nos interprètes à Bruxelles. Donc d'abord, bonsoir à tous, mes chers collègues, messieurs et mesdames. Merci d'être là ce soir avec nous et nous parlerons, comme vous le savez, du dernier livre de Constantin Picramenos sur le service secret turc, le MIT. Alors, avant de commencer, je souhaitais particulièrement remercier notre président de la délégation française, Jérôme Rivière, et nos assistants qui ont permis de mettre en place cette conférence. Ce livre que vous avez déjà pris ou pas encore et ce livret sur les frères musulmans en Europe sont à votre disposition. Et à la fin de cette conférence, évidemment, vous pourrez avoir une dédicace spéciale de notre expert. Alors aussi, puisque certains n'ont pas eu l'information, il y a à l'issue de cette conférence un cocktail au centre-ville de Strasbourg, à la petite mairie à 21h. Comme ça, on pourra aller plus loin dans les échanges. Je remercie aussi donc les interprètes qui sont à notre disposition et cette conférence sera retransmise sur nos réseaux sociaux de notre délégation. Alors, comme vous le savez tous ici, c'est pour ça aussi que vous êtes aussi nombreux, le sujet de la Turquie est un sujet très important. Nous avons d'ailleurs commencé notre mandature par une conférence sur la Turquie. C'était donc celle-ci, et c'était « Où va la Turquie ?» Alors, nous savons tous aussi qu'elle est toujours candidate pour rentrer dans l'Union européenne. Celle-ci nous démontre tous les jours son incompatibilité avec notre modèle européen, que ce soit sur le plan économique, stratégique, politique et surtout civilisationnel. Le meilleur exemple de l'importance de ce sujet, et c'est pour cela que je voulais absolument que M. Picramenos vienne ici à Strasbourg, c'est que le meilleur exemple est ici, donc à Strasbourg. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nos chemins se sont croisés à un moment donné. En effet, entre 130 000 et 160 000 Turcs vivent ici dans le Grand Est, et surtout en Alsace. Ils sont la première communauté musulmane étrangère et ils pratiquent un séparatisme de plus en plus rigoureux. Je vous rappelle, en 2015, au Zénith, M. Erdogan était venu et avait prôné la charia, avait imposé la non-mixité et avait également proposé la non-assimilation. C'était en 2015. Également en 2015, nous avons vu ici à Strasbourg un parti communautariste émerger. Il s'appelle le Parti Égalité-Justice et qui en fait depuis, qui ont été étendus même jusqu'en Bourgogne. Donc ensuite, nous avons, et ça vous le savez tous ici à Strasbourg, le consulat le plus grand turc, qui est en plus entre le Conseil de l'Europe et la CEDH, ce qui n'est pas rien. Et je vous garde le meilleur pour la fin, c'est cette mosquée cathédrale, qui se veut être la plus grande d'Europe. En 2017, quand j'étais encore conseillère régionale, j'avais l'occasion de poser une question au préfet qui donne des autorisations et qui suit tous ces dossiers épineux. Et je lui avais posé la question sur le fait que ça soit le Miligorus qui était à l'origine de cette mosquée et aussi du fait qu'elle pouvait demander des subventions publiques. Le préfet m'avait répondu, un, qu'il ne savait pas ce que c'était le Miligorus, et de deux, qu'il ne pensait pas qu'ils allaient demander des subventions. Résultat des courses, début de l'année, nous avons eu ce scandale. Ce scandale que vous avez tous entendu parler, c'est donc, comme vous le savez, la mairie de Strasbourg, les écologistes, ont validé une subvention de 2,3 millions d'euros. En même temps, nous avions bien vu que cette folie, que nous avons pu voir et constater, c'est que la charte de la laïcité qui était proposée à la confédération, le CFCM, 3 fédérations turques l'a refusée. Mais en même temps, les écologistes, cela ne leur a pas posé problème. Donc, à mon humble niveau, ce scandale a fait beaucoup d'effets, et c'est pour cette raison que M. Picramenos m'a contacté. Et nous avons pu échanger sur ce sujet. Et comme c'était pour moi très intéressant, la qualité de ces échanges, de son travail, je me suis dit qu'il fallait que je partage effectivement ces études et ce livre que je ne connaissais pas. Et donc, je suis heureuse et honorée d'avoir Constantin Picramenos qui va donc nous présenter ce livre, donc spécialiste de la Turquie,
et expert en intelligence économique, et donc il va nous parler de ce dernier livre. Je vous remercie donc de l'applaudir. Bonsoir, merci d'être venu pour la présentation de mon livre Mythes, les services secrets turcs. Je voudrais remercier les groupes Identité et démocratie du Parlement européen de m'avoir invité pour vous montrer la face obscure, si vous voulez, de la Turquie d'Erdogan à travers de l'action du MIT. Le livre a déjà été publié en français, en grec et en espagnol. Il sera traduit bientôt en anglais aussi. En France, il est candidat pour les prix littéraires sur les renseignements, à concours organisé par l'Académie du renseignement du Premier ministre français. Mon discours durera près de 35 minutes où je montrerai également des diapositives pour une meilleure compréhension du service du renseignement turc et de la projection, si vous voulez, de la puissance turque dans le monde. Par la suite, je pourrai répondre à vos questions. Avant de commencer, je voudrais expliquer pourquoi faire un livre sur les services secrets turcs. Personne dans le monde académique et universitaire ne s'intéressait à ces sujets qui a pris une importance majeure au moins après 2012. Malheureusement, les services du renseignement en général restent encore des sujets tabous pour les chercheurs. On a pris alors cette décision car la Turquie est un grand pays, côté superficie, mais aussi côté population, avec une position géographique très importante. Elle fait partie du G20, bon, cette année, 21e économie au monde, et son service secret, depuis 2010, est devenu un des plus actifs et agressifs au monde. Conclusion, la Turquie désormais compte au niveau international et le MIT est là pour réaliser la stratégie long terme des islamo-capitalistes d'Ankara. Mon discours couvrira alors deux sujets. Le premier sujet concerne la Turquie contemporaine. On va examiner les chiffres si vous voulez. Et le second sujet, le rôle du service du renseignement turc en tant qu'outil principal des projections de la puissance turque dans le monde. Mesdames et messieurs, la puissance d'un pays ou d'un État, si vous voulez, est mesurée en fonction de certains facteurs. La démographie, c'est-à-dire la population actuelle d'un pays et celle à l'avenir. L'économie, c'est-à-dire la capacité de production et l'infrastructure industrielle. La technologie et la recherche. Les forces armées, la richesse minérale du sol et du sous-sol. Les soft power, comme on l'appelle, et l'attractivité de son patrimoine culturel. La qualité de ses services du renseignement, mais aussi la taille du crime organisé. Et enfin, la vision nationale, qui inspire avant tout la classe bourgeoise de chaque pays. La Turquie, à l'heure actuelle, se trouve dans la position suivante. Je vous laisse regarder les chiffres en disant que la Turquie a une population jeune, une jeunesse qui devient plus kurde que turque dans les décennies à venir, une dette publique assez basse, une économie orientée vers les exportations, une armée qui a une expérience opérationnelle, des industries militaires qui font partie des 100 meilleures industries du secteur au monde. Si on peut voir la diapo, s'il vous plaît. La vision nationale turque, comme témoignent les déclarations publiques de l'élite politique du pays, veut que la Turquie devienne une des 10 plus grandes économies en 2050. Voilà, vous pouvez voir la diapositive. 85 millions de Turcs en 2020, 2050, 97, 16% de la population entre 16 et 24 ans et
dans les régions de Kurdistan, 23%. En même temps, l'idéologie néo-ottomane, chère aux dirigeants du parti au pouvoir, veut faire de la Turquie pays leader du monde musulman. Selon les prévisions des organisations internationales et des centres de recherche, 30% de la population mondiale, ça veut dire 2,7 milliards d'âmes, seraient musulmanes ou de la culture islamique en 2050. C'est énorme. Sur le plan militaire, Erdogan souhaite que la Turquie possède des armes nucléaires avec l'aide et le savoir-faire de son allié stratégique, le Pakistan. Si on peut regarder la troisième diapo. Sur cette diapositive, on voit bien le rôle de la Turquie en tant que pays transit sur la route de l'Est vers l'Ouest. Selon les chiffres, en 2050, presque 1 milliard de gens vivront dans les 5 pays qui se positionnent à l'Est de la Turquie. L'Afghanistan et le Pakistan se trouvent déjà dans une situation chaotique où les structures étatiques ne fonctionnent pas ou fonctionnent mal. Vous comprenez que si demain il y a une guerre civile, une catastrophe naturelle ou un coup d'État brutal, vont pousser des dizaines de millions de gens vers l'Ouest. Je vous assure alors que la Turquie, avec Erdogan ou pas, jouera toujours la carte de l'immigration pour faire chanter l'Europe. Pour que la Turquie réalise sa vision nationale, ça veut dire, une fois encore, partie des 10 plus grandes économies, pays leader du monde musulman et possession des armes nucléaires, il y a 3 conditions économiques préalables qui doivent être remplies. La prochaine diapo, s'il vous plaît. La première condition est sa sécurité énergétique, qui passe par une multiplication des fournisseurs d'énergie et l'exploitation des hydrocarbures de la Méditerranée de l'Est et de la mer Noire. La doctrine de la patrie bleue, Mavi Vatan en turc, complètement illégale selon le droit maritime international, entre dans cette logique de la sécurité énergétique turque. La Grèce, première victime du expansionnisme turc, est déterminée de ne pas laisser faire et se battra, si besoin, seule pour sa propre survie géoéconomique. La seconde condition est l'investissement direct étranger. Est-ce qu'on peut voir la diapo? Merci. On verra mercredi l'arrivée de l'émir de Abu Dhabi à Ankara. C'est le même émir que Erdogan lui-même l'accusait d'avoir financé la tentative de coup d'État en 2016, en collaboration avec la confrérie Gülen et la CIA. C'est le même émir qui accueille le chef de la mafia turque, Sedat Peker, qui se trouve actuellement à Dubaï. Vous réalisez alors que pour Erdogan, il s'agit d'un virage de 180 degrés, car il a besoin de tout le monde pour aider l'économie turque et créer des emplois justes avant les élections de 2023. La troisième condition est les exportations et la survie économique de l'industrie militaire turque. Sur cette diapositive, on voit bien que malgré les relations difficiles de la Turquie avec l'Europe, les accusations de l'islamophobie de la part d'Erdogan, les condamnations de la Turquie par les cours européens des droits de l'homme, les rapports annuels du Parlement européen et de la Commission sur la Turquie, les insultes envers le président français Emmanuel Macron et l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel par Erdogan, 75% des investissements directs étrangers vers la Turquie proviennent de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, on voit bien alors que l'économie ne suit pas ni la politique ni la diplomatie. Pourquoi? Parce qu'elle a ses propres règles et calculs.
Je ne sais pas s'il y a des eurodéputés espagnols présents ici ce soir, mais l'Espagne devient un allié stratégique de la Turquie. Non seulement les chantiers navals espagnols construisent en Turquie, mais avec les savoir-faire espagnols, les porte-avions turcs pour renforcer le chantage d'Erdogan en Méditerranée de l'Est contre la Grèce et la Chypre, mais on a appris récemment que la deuxième plus grande banque espagnole, la BBVA, a racheté la banque privée turque Garanti. Je vous rappelle que les banques espagnoles sont les banques européennes les plus exposées à la dette turque. La Turquie alors, hors le Royaume-Uni, voire Brexit, et quelques pays de l'Europe de l'Est, comme la Hongrie, comptent aussi sur l'Espagne pour avancer sa stratégie européenne. Prenez note, s'il vous plaît. Alors que dans le secteur de l'énergie, non seulement les fournisseurs cherchent les clients, mais aussi les clients cherchent les fournisseurs, alors que dans le secteur des investissements, non seulement le pays cherche à attirer des investissements, mais aussi l'investisseur cherche des opportunités, dans le troisième secteur des exportations, les pays producteurs doivent trouver de nouveaux marchés et établir des relations stratégiques avec des autres pays pour vendre des produits de l'industrie de la défense. Et aujourd'hui, 57% des exportations turques partent hors de l'Union européenne, vers d'autres régions comme l'Afrique, le Moyen-Orient, la Russie et l'Asie centrale. C'est là où l'EMIT intervient. Pourquoi? Car les services du renseignement turc s'efforcent de nouer des relations stratégiques, de mener, si vous voulez, une diplomatie parallèle, secrète, et d'augmenter les exportations turques. La prochaine, s'il vous plaît. Dans ce domaine, la Turquie a développé, dans le cadre de la diplomatie économique, depuis 2003, les soft power. Il y a un réseau, vous le voyez, d'agences de développement, d'instituts culturels, des ONG humanitaires a été mis en place pour promouvoir la langue turque, rénover et conserver les mosquées ottomanes et d'autres vestiges, créer des écoles dans les régions musulmanes de l'Asie et de l'Afrique et utiliser en général la carte de l'islam dans les Balkans, en Moyen-Orient, en Afrique et en Asie centrale. Les MIT exploitent tous ces organismes que vous voyez pour réaliser des opérations du renseignement classique, de la guerre psychologique, de la surveillance des communautés turco-musulmanes et faire du profilage contre les opposants du gouvernement turc. Je voudrais juste faire une petite description de la carte que vous voyez. On voit à gauche, à droite, TİKA, c'est l'agence de l'État turc qui finance tous les mosquées et tous les vestiges d'héritage ottoman au monde. Les IHH que vous voyez juste à côté, c'est une organisation humanitaire proche des frères musulmans, proche du Hamas palestinien, qui a fourni des armes aux djihadistes en Syrie. Les Musiad, c'est les MEDEF turcs. Les Diyanet İşleri Başkanlığı, c'est l'agence qui gère des imams au monde entier. On parle de 2500 imams expatriés, fonctionnaires turcs. Qui va me dire que la République turque est laïque? Je continue. Yunus Emre Institutu. Comme on a l'Institut Cervantes pour les Espagnols, l'Institut français pour les Français ou les Goethe pour les Allemands, on a l'équivalent pour la culture turque. Tout au bas, vous voyez le DITIB. Le DITIB, il y a aussi à Strasbourg. Si vous voulez, c'est la filiale européenne pour gérer les mosquées et les imams. Au-dessous du logo du MIT s'écrit Marif. Marif, c'est la fondation turque qui a récupéré toutes les écoles Gülen au monde entier depuis 2016. Je continue avec Avrupali, Ülke, etc. C'est le parti européen du parti turc AKP qui est basé à Cologne, qui font des meetings et des réunions presque toutes les semaines.
S'il y a des eurodéputés allemands, je pense qu'ils sont au courant de cette activité côté Allemagne parce qu'elle est très très forte. À droite s'écrit Tukva. Tukva, c'est une fondation islamique gérée par les fils même d'Erdogan qui s'appelle Bilal Erdogan. Si demain, par curiosité, vous visitez les sites web de cette association, la première photo, c'est Hassan al-Banna, ça veut dire les fondateurs des frères musulmans. Et cette association, messieurs les eurodéputés, est financée par l'Europe. Elle participe, par exemple, au programme Erasmus+. IGMG, tout le monde connaît aujourd'hui Mili Güruş, une entité politico-religieuse autonome à côté des frères musulmans. Les logos que vous voyez avec l'aigle, c'est l'armée syrienne nationale, grosso modo. Toutes les milices syriennes qui sont actives en Syrie depuis 2016, fournies et protégées par les MIT. Sadat, une compagnie privée militaire qui était fondée en 2012, qui, si vous voulez, donne du conseil et fait la formation pour les djihadistes en Syrie, et les Yurtici Turkler, c'est l'agence qui gère la diaspora turque à l'étranger. Bien sûr, ce ne sont pas des filiales du MIT, c'est des agences à part, financées par l'État turc, où les MIT, au fur et à mesure, l'utilisent pour la couverture des opérations du renseignement. Mais qu'est-ce que c'est le mythe, si vous voulez? Le MIT de la guerre froide n'a rien à voir avec le MIT du XXIe siècle. Et si quelqu'un est crédité de la réorganisation du MIT et de sa transformation en service du renseignement agressif aujourd'hui, avec un gros budget et technologiquement modernisé, ce n'est pas d'autre que Hakan Fidan, qui est son directeur depuis 2010. Ici, vous voyez les nouveaux bâtiments du MIT à Ankara. On parle d'un bâtiment qui a coûté plus que 150 millions d'euros pour sa construction en 2020. Selon le budget du 2020, presque 300 millions d'euros, sans compter des fonds secrets, sont dépensés par les MIT. Pendant le mandat de Fidan, les mythes, je dis mythes parce qu'on les prononce mythes, on ne dit pas MIT, a massivement recruté des ingénieurs, des analystes, des traducteurs, des crypto-analystes, des officiers du renseignement et bien sûr des milliers d'informateurs dans le cadre des opérations contre les gulenistes et les PKK, surtout en Europe. Qui est en Allemagne, selon les services du renseignement intérieur allemand, il y a 6 000 informateurs du MIT. La prochaine diapo. À l'intérieur de la Turquie, la mission du MIT est la suivante. Qu'est-ce qu'elle fait alors, l'MIT, à l'intérieur de la Turquie? D'abord, il faut traiter les menaces à sa sécurité nationale, ça veut dire le PKK. Ils attaquent à l'action des partisans des Gülen, ceux qui restent encore dans le pays. Ils collectent des informations sur les crimes organisés. Ils surveillent étroitement des réseaux sociaux, surveillance des organisations terroristes d'extrême gauche, et ils contrent l'action des services secrets étrangers dans le cadre du contre-espionnage. À l'étranger, le MIT opère sur les axes suivants. Ici, il y a du boulot. Ils chassent les membres et les dirigeants de la confrérie Gülen. Ils kidnappent dans les pays où ils peuvent avoir une collaboration ou une tolérance avec les autorités locales. Sinon, ils menacent principalement en Europe, où des fois ils tuent, comme en 2013, quand ils ont exécuté avec 10 balles dans la tête 3 cadres du parti du PKK, organisation terroriste bien sûr, aux gares du Nord à Paris. Soutien logistique des frères musulmans en Europe et au monde entier.
contrôle étroit des communautés turco-musulmanes en Europe, dans les Balkans et à Moyen-Orient, et bien sûr, ils font de la diplomatie secrète. La prochaine, s'il vous plaît. Concernant les opérations d'enlèvement contre les cadres de la confrérie Gülen, il faut dire que la Turquie a essayé d'abuser les mécanismes d'Interpol. Interpol, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met des notices rouges et bleues. Et le week-end dernier, on est mardi jusqu'à jeudi, à Istanbul, il y a l'Assemblée générale annuelle de l'Interpol. Outre les hommes responsables de la police des États membres, il y a des ministres de l'Intérieur, des vice-ministres, tout le monde est invité par le ministère de l'Intérieur turc. Mais il y a un problème. L'une des principales raisons de l'évolution désastreuse des relations avec Interpol est le refus d'Interpol d'approuver 780 demandes de notices rouges qui concernent les cadres de la confrérie Gülen. Grosso modo, Interpol ne satisfait pas les demandes de la Turquie. En même temps, Interpol a toujours dans sa base de données des demandes de recherche sur 2200 personnes citoyens turcs. Alors, les réticences du secrétariat général d'Interpol concernant la notice rouge qui ouvre la voie à l'extradition vers la Turquie des Gülenistes ayant fui à l'étranger après le 15 juillet 2016. Pourquoi 15 juillet 2016? C'est la tentative de coup d'État a conduit une tension et une confrontation avec la Turquie. La Turquie alors a demandé à Interpol de publier une notice rouge pour tous ces gens et le secrétariat général d'Interpol a répondu que selon l'article 3 des statuts d'Interpol, Interpol est exclu de toutes sortes de questions politiques, militaires, raciales et religieuses. Donc, pas de satisfaction des demandes turques. La prochaine, s'il vous plaît. En Turquie, alors, où se tient, écoutez bien, cette semaine, l'Assemblée générale d'Interpol, regardez l'hypocrisie ici, les chefs de la mafia turque, emprisonnés jusqu'à récemment, ont été libérés depuis 2020 et invités au bureau même du chef du parti d'extrême droite turc, les Loups Gris, qui participe à la coalition avec Erdogan. Vous voyez les photos. En plus, le ministre de l'Intérieur lui-même, qui accueille cette semaine les dirigeants d'Interpol, il a dit, dans un rendez-vous dans son bureau en 2019, au chef de la mafia turque, Sedat Peker, c'est le monsieur que vous voyez sur la petite photo, quitte la Turquie immédiatement pour les sauver d'un mandat d'arrestation de la police turque. Cette révélation a été faite par Peker lui-même pendant ses discours sur la plateforme YouTube qui sont devenus viraux. Diapo 7. Et pour la petite anecdote, pour que Interpol accepte les demandes turques concernant la notice rouge, les familles des participants à l'Assemblée générale sont invitées à séjourner en Turquie gratuitement pendant 5 jours et ils sont exonérés d'impôts, TVA, douane, etc. pour les cadeaux offerts par le gouvernement turc. Vous avez compris pour quelles raisons. Je voudrais maintenant vous parler des opérations du émetteur en Syrie, car en Europe, notamment en France et en Belgique, on avait plus que 300 morts depuis 2015. La prochaine, s'il vous plaît. Sur cette diapositive, on voit que les émités, depuis 2011, opèrent sur 4 domaines. Je commence avec les petits carrés à gauche, en haut à gauche. Il collecte des informations sur les opérations de l'armée syrienne fidèle à Bachar al-Assad, ainsi que sur les forces du Hezbollah et les organisations militaires chiites. Si on va sur les carrés tout au bas à gauche, ils recrutent, forment, équipent, ils appuient logistiquement la soi-disant armée syrienne libre.
À partir de 2007, tous les milices djihadistes sont transformées par l'état-major turc en une division régulière sous le nom de l'armée nationale syrienne, en collaboration bien sûr avec la société privée militaire Sadat. Les petits carrés à droite à haut, appui logistique des frères musulmans syriens en Turquie, et pour les Français plutôt et les Belges, là est la prochaine information, coopération avec l'État islamique Daesh sur les questions des transferts des djihadistes vers la Syrie via la Turquie, traitement des blessés djihadistes dans les hôpitaux turcs, arrangement avec les émirs de Daesh pour la protection des soldats turcs qui se trouvaient en Syrie, attaque coordonnée contre les milices kurdes et bien sûr la contrebande du pétrole syrien avec l'implication de la famille Erdogan selon les services militaires russes. Concernant l'Afrique, l'Afrique, mesdames et messieurs, sera le principal théâtre d'opération de la Turquie pour les décennies à venir. La stratégie turque donne priorité à l'ouverture de nouveaux marchés pour l'industrie de la défense et des sociétés de construction et gestion des infrastructures. Les deux pays d'importance stratégique pour la Turquie sont la Libye pour la Méditerranée et la Somalie pour la mer Rouge et l'océan Indien. La Somalie, en particulier, est devenue un véritable protectorat turc les dernières années. La plus grande ambassade turque au monde se trouve à Mogadiscio, la capitale de la Somalie. Juste pour vous expliquer l'image, vous voyez que la Turquie est présente avec une ambassade, avec l'agence TİKA qui rénove les vestiges ottomans. Le THI que vous voyez, c'est le Turkish Hava Yolları, ça veut dire le Turkish Airlines. Le quatrième, c'est le Yunus Emre, et à la fin, on voit les Maarif, c'est la fondation qui a récupéré les écoles Gülen. Donc la Turquie est presque partout, avec Erdogan ou sans Erdogan. Et si vous voulez, c'est une des raisons qu'il y a ces conflits avec Macron au niveau personnel, parce que la Russie est présente fortement, la Turquie aussi, et la France veut conserver sa zone d'influence stratégique et historique. Il y a un holding qui s'appelle Holding Al-Bayrak en Turquie, qui édite le journal Yeni Safak. C'est le journal le pro-Erdogan en Turquie, qui gère, ces holdings gèrent le port de Mogadiscio. Les officiers de l'académie militaire somalienne apprennent le turc, c'est obligatoire, et les forces spéciales de la Somalie s'entraînent au centre commando en Turquie. 2000 mercenaires somaliens ont été envoyés en 2020 à Tripoli, en Libye, pour renforcer les forces de la coalition pro-turque. Et Erdogan, à travers de la compagnie pétrolière publique turque, vise le pétrole offshore somalien. En d'autres termes, les 4 bateaux forages que la Turquie a achetés les dernières années sont pas uniquement destinés ni à la Méditerranée, ni à la mer Noire, mais pour l'Afrique aussi. Dans la diapositive suivante, vous voyez la présence d'agences étatiques et de sociétés. Non, non, c'est toujours la même. La Turquie possède aujourd'hui 43 ambassades en Afrique. Elle avait 12 à 2003. 12 2003, 43 aujourd'hui. À chaque ambassade, il y a un officier de liaison du MIT au moins. Et la prochaine. Je vais finir mon discours ce soir à vous dire que beaucoup d'analystes cherchent à savoir si Erdogan gagnera ou pas les élections de 2023. Il y a des questions sur sa santé. Il y a des sondages qui montrent qu'il est perdant. Il y a des inquiétudes par rapport au déroulement des élections. On parle des assassinats politiques, des menaces aux candidats, de la fraude électorale. Personne ne peut dire aujourd'hui ce qui va se passer réellement.
En 2015, je vous rappelle, il y avait des attentats avec des dizaines de morts devant la gare centrale d'Ankara. On accusait à l'époque Daesh, on a arrêté quelques djihadistes, mais il y a toujours des soupçons que les émités a laissé faire à l'époque pour des raisons électoralistes. Bref, je voudrais vous assurer que le système Erdogan que vous voyez, avec les intérêts de sa famille, avec les régimes libyens et somaliens, avec les oligarques qui possèdent des journaux et des chaînes de télévision, avec des ONG et des fondations islamistes, avec la famille Azeri Aliyev qui possède des raffineries en Turquie, avec les complexes militaro-industriels, les drones turcs, etc., avec les Lugri qui collaborent avec les crimes organisés. Alors, tous ces gens, ils ne vont pas participer aux prochaines élections pour perdre. Ils ne vont pas se suicider facilement. C'est la raison pour laquelle je reste très prudent sur le déroulement et les résultats des élections à la Turque en 2023. Merci pour votre patience et je suis disponible pour répondre à vos questions. Je suis presque sans voix. Merci. Merci pour cette belle présentation très intéressante. Oui, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu son accent. Il est grec. Et le monsieur est présent ici est aussi grec, d'où aussi cette proximité dans la demande. Donc, merci pour cette belle présentation. Maintenant, on passe aux questions. Je pense qu'elles sont nombreuses.